Bonjour. Aujourd'hui, on commence l'émission à Sainte-Brigitte de Laval alors qu'on vient découvrir le refuge éthique de l'arrière-pays qui a déjà 5 ans. On va voir plein de beaux petits minous. Ensuite de ça, Mélissa Paquette a pris une pause de son congé de maternité pour venir nous présenter un reportage. Et finalement, Mégane Labrec s'est entretenue avec Jordan Côtois qui vient de mettre sur pied son entreprise Évolution Préparation Physique. Il entraîne entre autres des jeunes athlètes de l'équipe Québec en planche à neige et en ski. Bonne émission! Aujourd'hui, on est à Sainte-Brigitte de Laval. On vient rencontrer 2 des 3 membres du CA du refuge éthique de l'arrière-pays, Chantal ainsi que Stéphanie. Et attention, ça se peut que vous tombiez en amour avec un chaton ou encore avec un des chiens qu'elles ont sauvés. Chantal, vous êtes fondatrice et présidente du refuge de l'arrière-pays. Ça va bien? Oui. Merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui pour parler du refuge. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le refuge de l'arrière-pays? Bien, le refuge de l'arrière-pays, dans le fond, c'est une initiative citoyenne pour améliorer la condition de vie des animaux. C'est une idée qui est venue de plusieurs idées. On a demandé une subvention, puis on a créé un petit comité restreint à l'époque, l'OBNL, ça fait 5 ans. Cette année. Et c'est quoi la mission de l'organisme? Bien, en fait, c'est une approche humaine aux différents problèmes de gestion animalière qu'on vit dans nos municipalités. Puis aussi, au fil du temps, on a intégré des programmes CSRM parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de chats errants, mais féraux, qui sont sauvages. C'est des colonies que les gens nourrissent, puis les chats se reproduisent d'année en année. Présentement, à Sainte-Brigitte-de-Laval, on a 5 colonies stérilisées depuis qu'on a commencé le programme il y a 4 ans. Bon, on connaît tous la SPA. Est-ce que vous travaillez avec la SPA aussi? Oui, on travaille en collaboration avec la SPA. La SPA, elle, les stérilise. C'est elle qui effectue les stérilisations. Nous, on fait les captures gratuitement pour les citoyens. On offre les cages gratuitement aussi. Nous, tout ce qu'on offre comme aide, service, c'est ça, c'est tout 100 gratuit. Cette année, on a attrapé une colonie complète. C'est la première fois qu'on l'essayait avec notre nouvelle méthode, 18 chats en 4 jours. Wow! Fait que nous, le citoyen nous contacte, on lui prête les cages gratuitement, on lui explique la méthode. S'il a besoin d'aide, on va aller l'aider. Okay. S'il a besoin de surveillance des cages, on va effectuer la surveillance des cages. Mais il faut toujours au début, la première étape, c'est qu'il va s'enregistrer à la SPA et à sa municipalité. Les municipalités qui sont desservies sont disponibles sur le site de la SPA. Juste à faire programme de capture, stérilisation, remise. Puis là, vous avez toute la liste des municipalités desservies. Moi, ce que je conseille aux gens quand ils ne sont pas dans ces municipalités-là, c'est d'appeler leur municipalité pour qu'ils soient desservis. C'est un des travaux que vous faites aussi, de sensibiliser les municipalités. Oui. Je dirais que 60 de notre travail, à part de sauver des chats, c'est ça. Sinon, vous avez aussi les chats que tu as ici, entre autres, qui sont vraiment stérilisés, que vous accompagnez aussi dans leur... Il faut les acclimater à l'humain. C'est pas des chats nécessairement qui sont habitués. Est-ce que c'est seulement quand c'est des bébés que vous faites ce processus-là? Bien, en fait, le modèle de CSR qu'il y a au Québec, c'est que les chatons, normalement, ils les laissent dans la colonie. Puis aussitôt qu'ils n'auront plus de 5 livres, ils les stérilisent puis ils les remettent. Mais nous, en tant qu'organisme, on n'était pas d'accord avec ça parce qu'on pense qu'on n'est plus rendu là. Il faut faire tout ce qu'on peut faire pour les aider. Fait que nous, les chatons, on a pris la décision il y a 4 ans, quand c'est arrivé, les CSRM, quand on les a mis en place, on a décidé que non, les chatons, on allait les socialiser. Mais encore là, c'est quelque chose qui n'est pas possible de faire dans un contexte de contrôle animalier parce que là-bas, ils sont dans des cages. Ouais. Nous, ici, sont tous en famille d'accueil. Nos familles d'accueil ont des pièces pour les isoler. Puis on a une comportementaliste qui nous aide à cheminer avec les chatons. Puis quand on peut les sortir, ils franchissent des étapes. Puis ils deviennent comme des chats domestiques. Et l'adoption, donc, par la suite, qui est faite de vos petits chatons, c'est quand même aussi un processus qui est complexe parce qu'on veut des personnes qui vont être capables de prendre soin de ces petits chatons-là. Comment ça fonctionne pour faire adopter vos mignous? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va les afficher sur notre page. On les affiche aussi sur un catalogue numérique qui est provincial qui s'appelle les pattes jaunes. Et puis, on exige une visite.
mais on ne visite pas le domicile de l'adoptant. L'adoptant vient nous visiter dans les familles d'accueil. La visite, elle sert surtout à sensibiliser. Sensibiliser les gens, juste, ne serait-ce qu'au niveau des litières. Dans les animaleries, puis je ne veux pas dénigrer les animaleries, si les produits qui sont en vente ne sont souvent pas adaptés. Nous, on interdit le dégriffage par contrat parce qu'il y a des alternatives. Il y a des cartons, il y a des petits plastiques que j'ai ici sous mon divan, il y a des griffoirs. Fait que nous, on dit non, on ne peut pas faire l'amputation du bout des pattes de chat pour protéger un divan. T'sais, ça, c'est dans notre contrat. Ouais. Ce qu'on demande aussi par contrat, c'est que l'éducation se fasse toujours en positif. Pas de push-push, pas de claquage de main, pas de choses comme ça. Comment vous vous financez comme organisme? On a plusieurs moyens de financement. C'est sûr que la pandémie, elle a comme arrêté tous nos grands événements parce qu'on avait des grands événements à plus de 10 000 personnes qu'on allait. OK. Là, on a arrêté. Puis on a développé une gamme de produits artisanaux pour compenser un peu pour les grands événements, puis pour aussi nous apporter de l'argent régulièrement. Régulier, oui. Pour payer la nourriture. Puis si on veut vous encourager, c'est quoi le meilleur moyen de le faire? Les produits sont disponibles à quel endroit? Les produits sont disponibles ici à la boutique La Bulle au village. C'est une collaboration avec eux. On a des paniers tricotés au crochet. On a des petits jouets. Les petits jouets sont vraiment populaires parce qu'ils sont faits avec la fourrure recyclée. Les chats aiment ça au bout. OK. Puis en dedans, il y a un petit peu d'herbe à chat là, qui est la catère. Il y a aussi un programme avec les chiens qui va voir le jour. Et ça, c'est né de l'histoire de Rambo. J'aimerais ça que tu nous la racontes. Oui, bien, c'est encore la boutique La Bulle où on vend nos produits. Marie-Ève, elle m'a contactée parce qu'il y a un de ses amis qui a un camp sur les terres du séminaire, ici plus haut, dans le bois, qui a trouvé un chien quand il est allé à son chalet. Fait qu'il est arrivé avec le chien, plein de pics de porc-épic. Tout ça, puis elle m'a contactée, elle ne savait pas quoi faire. À ce moment-là, je me suis dit, bien, mon Dieu, ça serait parfait. Tu sais, on pourrait partir le projet Chien Senior avec Rambo. Il correspondait idéalement au type de chien qu'on s'adressait. Un chien un peu plus vieux, qui avait besoin de soins, puis qui ne cadrait pas avec le contrôleur animalier. Stéphanie, vous faites partie du CA du refuge de l'arrière-pays. Ça va bien? Oui, et toi? Oui, merci beaucoup de nous parler aujourd'hui de Rambo, qui est un chien qui a été sauvé. C'est une nouvelle mission que vous vous donnez avec l'organisme de sauver les vieux chiens. Rambo a 9 ans. C'est quoi ton rôle avec lui? Moi, mon rôle, je suis en fait la famille d'accueil de Rambo. Et puis, ça va être de vérifier son comportement, vérifier son état de santé. Nécessairement, là, on fait le pont. La famille d'accueil va faire le pont avec sa vraie famille pour la vie, en fin de compte. Donc, tout ce qui va se passer pendant sa vie chez moi, ça va être juste pour bien expliquer, l'entraîner pour sa vie familiale, pour finir sa vie, en fin de compte. Étant donné qu'il a 9 ans, c'est sûr qu'il y a des besoins différents d'un chiot. Donc, il y a déjà un vécu, un historique. Chien Senior, ça va être un programme avec Rambo, puis c'est un programme qui va s'adresser... On va sélectionner les chiens qui vont être sur le programme. C'est sûr qu'on ne veut pas non plus un chien qui a le cancer en phase terminale. On ne veut pas accompagner des animaux dans la mort avec Chien Senior. Ça existe aux États-Unis, mais au Québec, moi, je pense qu'on n'est peut-être pas rendu là encore. Fait que ce qu'on veut, nous, c'est un chien de 7, 8, 9 ans qui a des problèmes de santé, que son maître n'est pas capable de payer. Fait que là, nous, on va payer, on va les placer en famille d'accueil, on va les évaluer, puis on va leur trouver un endroit qui correspond à leurs besoins, comme on fait pour les chats. Comment ça fonctionne si on veut devenir famille d'accueil? Vous nous contactez en message privé sur notre page. Et puis, on va vous dire un suivi. Si vous voulez devenir... on a besoin de famille d'accueil pour le programme de chat CSRM. Ça, c'est surtout pour les chatons. La durée en moyenne pour les chatons, c'est 2 mois. OK. Ça prend une place pour l'isoler. Puis, il y a un autre mois de socialisation, à peu près en moyenne. Parce qu'il y en a que c'est plus long, il y en a que c'est plus court. Est-ce que c'est un investissement de temps seulement ou financier Non, aussi? de temps seulement. Tout ce qu'on demande aux familles d'accueil de payer, c'est à litière. OK. Je vous invite à suivre la page Facebook du Refuge éthique de l'arrière-pays pour connaître tous les événements à venir, entre autres la collecte de contenants consignés qui va permettre de sauver plus d'animaux. Et sur leur page Facebook, vous verrez également les animaux qui sont présentement en adoption. Alors, ça se passe sur la page Facebook Refuge éthique de l'arrière-pays.
À chacune de mes rencontres avec Aro, j'en ressors grandi, inspirée et bien. Aujourd'hui, on vous présente une entrevue qui a été réalisée avec l'artiste de Stoneham pour parler de toutes les bonnes nouvelles qu'elle a eues dans les dernières semaines, ce qui l'attend dans le futur, mais aussi des épreuves qui lui ont permis de créer une exposition vraiment hors du commun. On retrouve aujourd'hui Aro. Aro qu'on a rencontré il y a déjà plusieurs années dans le cadre d'un reportage de Vue d'ici pour parler de cette transition d'entrepreneur vers le monde de l'art. Puis finalement, on ne cesse de voir l'évolution pour toi, pour ton art. À la galerie aussi, il y a de bonnes nouvelles qui s'en viennent. J'aimerais que tu nous fasses un bref topo de ce qui s'est passé dans les derniers mois pour nous parler de toi, où on en est maintenant avec Aro, puis dans ta vie personnelle et professionnelle. Bien, bonjour Mélissa, c'est un plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Écoute, il se passe tellement de choses. Je suis vraiment dans un beau tourbillon de ma vie professionnelle artistique. J'ai eu l'opportunité en septembre, début septembre, d'exposer à l'Église La Madeleine à Paris une toile qui a gagné le premier prix dans l'art abstrait là-bas. Puis, à travers tout ça, j'ai eu le privilège d'être choisie pour être présidente d'honneur du Symposium de Rivière-Éternité dans le cadre du Festival des couleurs du Fjord. Cet événement-là a eu lieu il y a une semaine. Puis ça a été vraiment là, extraordinaire, le premier contact public, de revoir les gens. Puis là, je suis en préparation. Je pars dans une semaine pour New York, un rêve que je chéris depuis 2018. Je vais présenter là-bas 2 collections d'œuvres, la collection Pure et une collection spéciale que je suis en création depuis quelques semaines déjà, que je vais présenter dans un événement d'une exposition solo en 2022, mais que je présente en primeur à New York parce que les réactions dans mon entourage sont déjà exceptionnelles. Fait que je sais que c'est une belle stratégie de présenter cette collection-là à New York. Mon souhait premier de faire cette exposition-là, c'est oui, de me présenter à tous les curateurs, agents d'artistes, galeristes internationales, mais aussi de potentiellement signer avec certaines galeries d'art à l'étranger. Donc, je rêve de percer sur l'Asie, l'Europe et bien sûr les États-Unis. Donc, je me croise vraiment les doigts pour qu'il y ait une opportunité là, qui naisse de cette exposition-là à New York. Je trouve ça important qu'on parle de cette collection devant laquelle on se trouve actuellement parce que là, on a parlé des bonnes nouvelles. New York, c'est des accomplissements importants, mais elle est très personnelle, la collection Renaître. Est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire? Oui, Renaître, c'est une collection que j'ai créée, vraiment une pulsion. J'étais en train de créer les dernières œuvres de ma dernière exposition qui s'appelle « Le temps nous appartient ». Puis j'avais vraiment à l'intérieur, j'étais concentrée sur mon tableau, mais ma tête était ailleurs. Puis il se passait quelque chose, j'avais une image dans ma tête qui revenait depuis quelques semaines. Puis là, j'ai dit, bon, là, c'est assez. Là. Fait que j'ai tassé le tableau, j'ai pris un canevas blanc, puis je suis vraiment là, je me suis laissée aller. Puis il y a une œuvre qui est née de ça, puis j'étais pas capable d'arrêter. Fait que j'ai vraiment là, passé les 2 semaines et demie, 3 semaines suivantes à ne créer que les œuvres de la collection Renaître. Puis ça a été vraiment là, un aspect... Pour moi, c'est un passage physique où j'ai dit, bon, bien, j'avais quelque chose à sortir, je l'ai nommé, je l'ai vécu, puis là, j'ai franchi la ligne, puis à partir de maintenant, tout est possible. Fait que ça a été un processus de libération. C'est pour ça que la collection s'appelle Renaître, parce que c'est ma renaissance. Puis à travers ça, bien, ma mère est décédée, je l'ai accompagnée en soins palliatifs. Mon conjoint a un diagnostic de maladie grave. Fait que le melting pot de tout ça a fait qu'à un moment donné, de mon côté, j'ai eu des problèmes de santé. Puis il a fallu que je prenne du recul, que je m'arrête. Puis ça a été une prise de conscience importante sur quand notre petite voix intérieure parle, bien, il faut l'écouter. Puis définir ses limites, etc. Fait que la collection Renaître parle de cette histoire-là, mais toujours dans la bienveillance. Il y a toujours un côté positif. Le rouge, le jaune ont une signification qui réussit à toucher, oui, ton histoire, mais aussi celle de toutes les personnes qui vont regarder les œuvres. Peux-tu nous décrire finalement pourquoi le rouge, pourquoi le jaune? Bien, le rouge, au départ, il y avait une rage qui m'habitait, une soif de quelque chose. Fait que je l'ai représenté par le rouge. Mais pour moi, le rouge est une couleur qui est très puissante. Elle représente aussi l'action et elle représente aussi l'amour.
Puis je dis que l'amour m'a sauvée parce que c'est la présence de mon conjoint, de ma fille, de nos amis qui m'a permis de passer à travers ces difficultés-là puis d'être ce que je suis aujourd'hui. Fait que le rouge a cette symbolique-là. Le jaune, pour moi, bien, c'est le soleil, c'est la lumière, c'est la chaleur humaine, c'est le fait d'être présent, d'être en pleine conscience du moment. Puis il était vraiment important pour moi parce que c'est comme la lumière qui est devant puis qu'il faut voir. Pour renaître en novembre cette année, il sera possible de venir voir les toiles. Oui. D'abord, on devait avoir 6 toiles dans la collection Renaître, mais il y en a une 7e qui est arrivée puis qui a pris tout son sens au moment où vous avez fait les images de marque, là, finalement, votre équipe. Oui, tu sais, quand on a travaillé le shooting photo, puis toute l'idéation du branding, finalement, de l'exposition, que le nom, comment on appuie l'image pour que ça soit fort et puissant. Puis j'ai une collègue, Charlie, chez Un fauteuil pour deux, je lui parlais de mes projets, puis elle dit « Tu devrais passer à travers la toile. » J'ai dit ouais, « OK, briser une toile. » J'ai dit « Je vais en peindre une que je vais briser. » OK, fait que là, on a cogité sur ça, puis finalement, dans le shooting photo, j'ai passé à travers le tableau. On en a créé un GIF qui sera dévoilé lors de l'exposition. Puis on en a fait aussi une vidéo. Puis c'est une œuvre finalement qui est surprise parce qu'elle était brisée. Je pensais la détruire, puis finalement, je l'ai recousue. Puis j'ai donné vraiment sa symbolique. L'histoire s'est écrite par mon processus de reconstruction de couture sur le tableau. Puis finalement, c'est une œuvre qui a toute sa place puis qui est vraiment magique. Fait que oui, en effet, on n'est plus à 6 œuvres dans la collection, mais bien à 7. Avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle aussi de cette œuvre que tu as décidé d'offrir à une cause. Oui. Une cause qui est importante pour toi, qui fait partie aussi de ta renaissance, de ton processus de renaissance. C'est pour la Fondation des soins palliatifs Michel Sarrazin. Exactement. Donc, j'ai été approchée par l'organisation de philanthropie Michel Sarrazin pour offrir une œuvre à l'encan virtuel qui va avoir lieu cette semaine, le 21 octobre, et pour un événement finalement qui s'appelle Soirée des leaders. Ma mère a été en soins palliatifs, fait que c'est quelque chose que j'ai vécu d'accompagner un être cher dans la mort. Puis ça fait tellement une différence sur le processus de deuil. Puis en plus, bien, j'ai ma fille qui est finissante en soins infirmiers cette année, puis qui souhaite peut-être aller travailler là, comme infirmière à la maison Michel Sarrazin. Fait que quand on m'a approchée, j'ai fait 1 + 1 = 2. Fait que c'est vraiment une belle cause qui me touche. Puis c'est toujours un plaisir pour un artiste d'encourager, par mon art, de pouvoir faire rayonner puis d'aider des causes qui me touchent. Au moment où le reportage va être diffusé, l'encan sera terminé, mais j'invite les gens à te suivre sur les réseaux sociaux, sur ton site Internet, non seulement pour se rappeler de toutes les bonnes nouvelles qu'on a nommées dans le reportage, mais aussi suivre l'évolution d'Aro. Peux-tu nous rappeler les coordonnées? Oui, vous pouvez me suivre sur aroartiste.com, sur mon site web. C'est là où il y a le plus d'informations. Puis sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn ou Instagram, sous aroartiste. Ça va me faire plaisir là, que vous joigniez ma communauté. Toutes les toiles sont belles, mais la dernière là, que tu as déchirée, un peu moins belle. Juste parce que j'aimerais ça l'avoir chez moi. Merci beaucoup. C'est gentil, Mélissa. Bonne journée. Aro change le monde une toile à la fois et nous permet aussi de renaître par son art. La collection Renaître sera présentée en exposition ici à Stoneham, à sa galerie, à compter du 18 novembre prochain. Je vous invite à suivre les réseaux sociaux de l'artiste pour ne rien manquer des nouveautés et aussi obtenir toutes les informations quant à cette exposition, qui est aussi magnifique en 3D. À vos lunettes! Aujourd'hui, on se trouve au CrossFit Lac-Beauport où j'aurai la chance de rencontrer Jordan Côtois, propriétaire de l'entreprise Évolution Préparation Fitness. On se trouve dans le lieu où il a la chance d'entraîner ses jeunes étudiants athlètes pour la saison hivernale de ski et de snow qui s'en vient à grands pas. Je m'appelle Jordan Côtois. Je suis le propriétaire de l'entreprise Évolution Préparation Physique, démarrée il y a 10 ans. Étant quelqu'un qui a performé longtemps dans ma vie au niveau compétitif, et puis dans certains sports, des fois, où il n'y avait pas de préparation physique, j'étais quelqu'un qui aimait comprendre comment je pouvais justement améliorer mes performances. Et je me rendais compte que des fois, c'était pas juste le niveau technique d'un sport, mais le niveau physique. Donc, c'est quelque chose que j'ai décidé de mettre de l'avant un petit peu plus et qui m'a amené aussi à me questionner un peu plus sur tout ce qui est la biomécanique de certains sports, de la posture. C'est quelque chose qui, justement, m'a permis d'aider les gens autant qui veulent s'initier à un sport que les gens qui vont aux Olympiques, parce que c'est toujours des micro-détails. Donc, c'est vraiment cette approche-là que j'ai mis de l'avant au sein d'Évolution Préparation Physique. Et c'est quelque chose qui
fait que je suis toujours aussi captivé à chaque fois que je rencontre quelqu'un à pouvoir aider cette personne-là à atteindre une évolution et à se rendre aussi à un autre niveau. C'est quoi l'objectif de ton entreprise Évolution Préparation Physique? Chaque individu est unique. Donc, ce que je trouvais que des fois, l'entraînement, c'est qu'on préconisait un peu plus « fais ci, fais ça » pour avoir tel résultat. Et dans la performance sportive, qu'on avait vu justement beaucoup dans le programme en intervention sportive, c'était vraiment les micro-détails. Donc, cette approche-là a vraiment été transférée dans tout ce que je faisais, du fait que chaque personne est différente, bouge différemment, n'a pas nécessairement le même lifestyle, le même mode de vie. Donc, ça a été d'apporter chacun de ces petits détails-là via mon approche plus spécifique. Et présentement, en 2021, tu collabores avec 2 écoles de la région pour leur offrir de la préparation physique avant justement de se lancer dans la saison sportive de ski et de snow. Parle-moi un peu de ces 2 écoles-là avec qui tu collabores. Bien, il y a l'école La Seigneurie et Cardinal-Roy qui sont des sports-études. Donc, les jeunes sont sur la neige 5 jours semaine, en après-midi. Et puis, en hors-saison, qui est tout ce qui est l'automne, le printemps, je les vois à raison de 2 fois semaine en préparation physique afin d'aller bonifier justement tout ce qui est le volet moteur chez ces jeunes-là, parce que c'est des jeunes de secondaire 1 à 5. Donc, c'est pas tous les jeunes qui ont nécessairement le même développement, qui sont rendus au même niveau. Donc, c'est vraiment d'apporter un petit bonus, puis aussi dans leur posture, puis aussi dans leur développement en tant que jeunes adultes. Moi, je me rappelle, en secondaire 1, mes épaules étaient vraiment entrées par l'intérieur là, maintenant. Joe m'a dit ça dès le début, puis maintenant, je suis vraiment plus... mon chest est vraiment plus sorti. Comment est-ce que la collaboration, le partenariat avec ces 2 écoles s'est proposé à toi? En étant dans le domaine du snowboard et du ski depuis, ça faisait 12 ans, je me suis fait approcher par un ancien client que j'entraînais à domicile pour le ski, qui a démarré le programme de préparation physique ainsi que, dans le fond, le programme de free ski. Et puis, à partir de là, ce qui est arrivé, c'est qu'il m'a proposé de devenir la personne ressource du programme de préparation physique avec les jeunes. Donc, c'est Jérémy Duchesne. C'est une des personnes qui était derrière ça qui m'a approché pour effectuer la préparation physique auprès des jeunes. Aujourd'hui, on se trouve au CrossFit Lac-Beauport, lieu de prédilection où tu entraînes ces jeunes étudiants athlètes. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as décidé de collaborer avec cet établissement-ci? Bien, comme je le mentionnais, puisque les jeunes viennent pas mal tous de la région ici, ce qui était important, c'est d'essayer d'avoir un lieu central aussi pour eux autres. C'était aussi pour faciliter les parents pour tout ce qui est la cueillette, les autobus aussi, les emmener au même endroit. Donc, j'avais approché Mathieu du CrossFit Lac-Beauport afin de savoir s'il était possible justement d'avoir accès à son local durant la journée. Des fois, c'est des heures aussi dans les gyms qui sont moins occupés, donc c'était peut-être plus facile. Et puis, de fil en aiguille, ça fait maintenant 3 ans que Mathieu est en partenaire avec nous afin justement de nous prêter son super local ici même à Lac-Beauport. Est-ce que tous les entraînements que tu offres aux jeunes sont généraux ou parfois ils peuvent se trouver à être un peu plus spécifiques? Là, par exemple, pour un athlète étudiant qui s'est blessé ou un autre qui est un peu moins fort, je sais pas, là, des cuisses, des bras, qui a besoin de préparation. Bien, comme je le disais au début, ce qui est important pour moi, c'est que les entraînements soient spécifiques aux besoins des gens. Donc, c'est sûr qu'en étant avec des jeunes de secondaire 1 à 5 qui n'ont pas tous le même bagage génétique, donc c'est sûr que c'est important de faire des variations. Donc, les variations peuvent être apportées soit avec des bancs, des poids libres, juste le poids du corps dans certains types d'exercices. Donc, oui, c'est super important. Puis, oui, effectivement, les blessures font partie de ce sport-là aussi. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération et aussi à adapter lorsque besoin il y a. Qu'est-ce que l'entraînement sportif, le coaching de Jordan vous apporte concrètement à votre sport? Ça nous aide à être plus solide sur nos skis puis aussi réduire le risque de blessure là, à long terme. Oui, la stabilité, là, surtout sur les skis sur la neige cet hiver. Alors aujourd'hui, à quoi va ressembler cet entraînement-là que tu vas leur offrir? Mais aujourd'hui, vous êtes chanceux parce que vous allez voir justement un nouveau programme qui a été créé justement pour le début de saison. Là-bas en arrière, garde la tête droite. Pouce vers le haut. Ça fait 1 an que tu as recours au conseil de Jordan. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement dans ton sport? Je trouve que j'ai bénéficié beaucoup d'énergie, beaucoup de cardio aussi, beaucoup de force dans les jambes et dans le haut du corps. Je pense que ça va être vraiment bénéfique pour la saison de ski cet hiver.
Jordan, toi, tu as la chance de voir évoluer les jeunes en gymnase, mais est-ce qu'en tant que coach, tu te permets aussi d'aller les voir sur le terrain? Oui, bien sûr. Puis ça, je trouve que c'est important aussi parce que, comme je le mentionnais au début, c'est des sports que je pratique. Donc souvent, même des fois, quand il manque des coachs sur la neige, des fois, j'embarque avec eux autres pour aller les coacher aussi. C'est pas ma principale tâche, mais c'est quelque chose que j'aime aller faire aussi de temps en temps pour aller voir aussi les gains qui ont été faits, puis l'application qu'on peut faire sur la neige. Et puis, c'est toujours le fun d'avoir aussi leur feedback à ce moment-là, parce que des fois, en hors-saison, surtout pour les plus jeunes, les nouveaux, ils comprennent pas le lien, mais quand ils sont sur la neige, ah oui, c'est vrai que je suis plus solide, ah, c'est vrai que je suis beaucoup plus équilibré. Donc, c'est toujours le fun d'aller avoir ces feedbacks-là directement sur la neige avec eux autres. Et puis, en même temps, je pense que pour eux autres, c'est toujours le fun aussi de voir que je les ai poussés en salle, ils me poussent quand c'est le temps d'aller en snowpark aussi. Est-ce que vous vous sentez prête pour la saison de freeski qui s'en vient à grands pas? Oui. Ouais, on est prête pour la saison. En plus d'offrir de la préparation physique pour les jeunes étudiants athlètes des programmes sportifs de Cardinal Roy et de la Seigneurie, Jordan Comtois et son entreprise offrent aussi des services d'entraînement à quiconque désire améliorer sa santé physique. D'ailleurs, si vous avez envie de bénéficier de l'un de ces services, on vous invite à visiter son site Internet ou encore sa page Facebook. Très intéressant, la philosophie de Jordan Comtois avec son entreprise. Excellent reportage de Mégane Labrec. Ça a été un plaisir aussi de revoir Mélissa Paquette à l'écran. On lui souhaite un très bon congé de maternité. Et si vous voulez revoir les mignons petits chatons du refuge éthique de l'arrière-pays, rendez-vous au ccap.tv pour voir ou revoir nos émissions.